Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Hello, bonjour Médina, nous voilà de nouveau de retour à l'IEM Digital School pour un Inside IEM. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Voilà, ben oui, nous sommes repartis encore dans une petite discussion sur l'IEM, sur la scolarité de nos étudiants. Oui, et c'est bien de se remettre dans les tendances. Hein. On est acteur, on analyse aussi, hein. On est capable d'être à 360 degrés, on est doueurs aussi. Et c'est une particularité de toi, Christophe. Hein. Pour refaire un petit tour sur ton parcours, si tu devais te résumer, ce serait quoi en fait? C'est difficile, hein? Oh là là, la question qui tue. Et c'est pour mettre le contexte de cet épisode. Ouais, en fait... alors, sur quel niveau? Parce que là, il faut qu'on Pro. Pro, pardon. Parce que alors, si tu commences à me lancer sur pas mal de sujets, ça va être assez compliqué. Non, en fait, contexte pro. Moi, en fait, faut savoir que moi, j'ai commencé dans le métier. Il y avait pas d'école dans le digital. C'était avant même que l'IEM existe. Parce que tu sais que l'IEM existe depuis bientôt 30 ans. On va fêter nos 30 ans en 2025. C'est énorme. Oui. Donc, pour une école du digital, quand on dit qu'on est la première, on est la première peut-être dans des formations, mais aussi la première à avoir innové pas mal de choses. Oui. Mais moi, à l'époque où j'ai commencé dans le digital, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'école. Justement, c'est ce qui est intéressant dans cet épisode parce qu'on va parler justement de la pédagogie. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je commence par te poser la question de ton métier parce que quand on a des transformations, on a une nouvelle industrie qui arrive avec le numérique, il fallait accompagner avec de l'enseignement. Et donc, il n'y avait rien, hein, il y avait zéro à ce moment-là. Oui, alors en fait, moi, je suis un fils de pub, comme on dit, hein, c'est-à-dire j'adorais la pub, j'affichais des affiches de Michel Platini dans ma chambre, parce que c'était un peu l'époque, j'ai affiché des publicités. J'allais chez Deco, en fait, à l'époque, et j'allais leur demander des grandes sucettes Deco pour aller afficher des campagnes que j'adorais, etc. Je découpais les campagnes publicitaires dans la presse aussi, c'était assez marrant. Et dessus, je me dis, moi, je veux faire de la pub. Et en fait, de fil en aiguille, je fais de la pub, je fais des médias, parce que j'ai été beaucoup en agence média. Et ensuite, le digital m'est venu instinctivement. Le jour où on m'a dit, tiens, il y a un truc à créer, il faut faire une adresse mail, je ne sais pas ce que c'est. Vas-y, c'est un truc chez AOL. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Pour ceux qui viennent juste de commencer, AOL, c'est American Online. C'était un des premiers fournisseurs d'accès à Internet américains, bien sûr, qui proposait une navigation très, très, très tunnel, très enfermée. En gros, on était autodidacte avant. Et l'enseignement supérieur existe depuis très très longtemps. Et quand les écoles ont commencé à s'intéresser au numérique, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui, de savoir comment enseigner avec les nouvelles technologies, mais au tout début, il n'y avait personne sur le marché et sur le terrain. Donc, il y avait du monde. Mais en fait, on était tous novices, on était tous débutants. On n'avait pas forcément toutes les clés d'un truc qui se montait, qui se créait, dont tout le monde parlait. Il y avait des mots compliqués, on parlait d'autoroute de l'information. On était un peu, nous Français, un peu dans la posture. Il y a le Minitel, donc nous on a fait l'Internet avant l'Internet, mais en fait, on a mis le Minitel au rencard. Et il y avait tout à construire. Donc, comment on s'adresse aux consommateurs sur Internet? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent? Quels sont les outils de mesure? Bref, il y avait tout à construire et on découvrait, on soulevait le tapis au fil de l'eau, au fil des demandes, au fil des besoins des clients. Et c'est comme ça que souvent le marché... tu sais, tu parles de autodidacte, j'aime bien cet élément parce que je pense qu'il y a toujours un autodidacte au fond de nous. Oui. Et je pense que dans la formation, il y a toujours une volonté d'en savoir toujours un peu plus. L'autodidacte, c'est celui qui va creuser un peu plus que les autres, qui va s'informer, qui va être plus curieux que tous les autres. Ça, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui d'actualité pour nos étudiants, pour les jeunes qui aujourd'hui veulent en faire leur métier, par quoi on commence, comment je m'intéresse à quelque chose. Je ne sais pas, parce que c'est vrai, on a des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, ils ont des envies, des besoins, c'est pas toujours bien clair pour eux. Donc c'est vrai que le côté un peu autodidacte, c'est quelque chose qu'on essaie de transmettre, nous, en tout cas à l'école. À l'IEM, oui, c'est très particulier, même dans l'ensemble des écoles du groupe De Vinci, Higher Education. Et dans l'idée, c'est que aujourd'hui, on voit que
les parents sont un peu perdus. Si je pose toutes ces questions sur ton parcours et que j'essaye de nous amener progressivement dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est simplement parce qu'on a près de 3 millions de jeunes qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur. Mais c'est un peu la croix et la bannière pour les parents et pour les jeunes de comprendre quoi que ce soit. Toi, tu as participé, tu faisais partie des intervenants d'une réunion dans laquelle il y avait des parents et des jeunes inscrits. Et moi, il y a quelques jours, je participais au salon Le Figaro l'étudiant à Porte de Champéret, et je voyais les bacheliers qui venaient avec leurs parents et qui s'interrogeaient. On se rend compte qu'il est très difficile pour eux d'y voir très clair, notamment dans des disciplines qui sont en transformation. C'est-à-dire qu'on enseigne tout en étant dans un secteur en mutation accélérée. Oui, c'est d'autant plus vrai qu'en plus, toi, tu as dû vivre encore plus dans un salon. On est tous parents, moi je le suis. Oui. Et on est tous perdus, en fait, devant les acronymes. Et en fait, dans nos métiers, dans mon métier de communicant et de marketeur, en fait, on achète souvent les choses les plus simples, les choses en tout cas que l'on comprend. Et c'est vrai que les parents, ils ont un rôle. Alors parfois, ils ne comprennent pas l'envie de leurs enfants. Tu vois, hier soir, je parlais de la réunion avec les parents, je discutais avec quelques parents. Je dis, mais mon fils, il veut faire des jeux vidéo, puisque nous, dans l'école, on a une formation tip-top là-dessus. Eh bien, c'était pas évident pour eux de comprendre, mais je ne comprends pas ce qu'il fait. Comment je peux surveiller qu'il fait bien son travail? Oui. Il faut lui faire confiance déjà. Tu vois, nous, c'est un peu le sens du truc. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'appréhender tous les acronymes, tous les enjeux académiques et de ce que ça va permettre de faire ou est-ce que plus tard je vais pouvoir en faire un métier, parce que c'est la vraie question des parents sur l'autonomie des enfants. Les enfants, ils se posent pas forcément toujours la question du métier, mais de où est-ce que j'ai envie de m'éclater, où est-ce que j'ai envie de m'amuser finalement, parce qu'ils sont encore dans cette logique-là. Donc s'ils peuvent associer le divertissement, l'amusement et quelque chose qui peut les aider à en vivre, c'est pas mal, quoi. C'est tout l'intérêt du sujet. Et c'est là qu'on les accompagne. Et c'est là qu'on doit les accompagner. Et c'est vrai que, tu vois, que ce soit dans les journées portes ouvertes, dans ce genre de moment, nous, on rencontre beaucoup de parents, puisque nous, on est hors Parcoursup, donc on a besoin aussi d'expliquer beaucoup plus tous les métiers, tout ce qu'on peut faire à l'IM Digital School, parce que c'est un sujet complètement permanent. On se pose toujours la question, comment on fait? Est-ce que ça va être un métier avec des débouchés? Est-ce que je vais trouver facilement, c'est jamais facile, un job plus tard? L'enjeu, il est monstrueux pour des jeunes qui ont entre 19 et 24 ans. Alors, on récapitule un point important pour remettre le contexte. Presque 3 millions d'inscrits sur l'année 2022-2023, des parents qui sont un peu perdus sur les acronymes, et on a des jeunes qui se disent « mon métier doit avoir du sens ». Et dans l'enseignement supérieur, il y a plusieurs types d'écoles, et nous, on se positionne sur des métiers passion, avec de l'arté, de l'art, de la technique, et aussi de l'attitude, parce qu'en fait, il y a aussi des skills, des comportements, des choses, des compétences à acquérir dans les relations et dans la manière d'exprimer les choses. Oui, exactement. En fait, tu as ce qu'on appelle dans les compétences qui sont est-ce que tu sais utiliser tel logiciel ou faire ce genre de choses, ou est-ce que tu sais dessiner, est-ce que tu as appris les techniques du dessin, par exemple. Quand on veut dessiner le corps humain, il faut comprendre le corps humain. Tu vois. Donc, en fait, il faut presque pas, je ne vais pas dire qu'il faut avoir fait médecine pour dessiner, mais en tout cas, il faut quand même avoir une idée assez réaliste si on veut faire des portraits. Et voilà, une main, c'est ce qui est le plus difficile à dessiner aujourd'hui. Et les formes sont, plus l'objet est complexe, mais plus c'est difficile. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir ce côté un peu qu'on appelle hard skill, tu vois, donc les compétences. Et ensuite, il y a le côté soft skill, le comportement, l'attitude qu'on va avoir par rapport à un événement, par rapport à un autre individu qui ne pense pas de la même manière que nous. Donc ça aussi, ces deux aspects, ils doivent se transmettre, en plus du savoir, du côté académique, c'est-à-dire comment on fait, est-ce que j'ai suffisamment de culture sur le sujet pour m'émanciper et réfléchir et être plutôt critique dans ma manière de penser ou de réaliser le différent métier que je fais. Donc c'est assez complexe pour les jeunes là-dessus. Donc c'est vrai que souvent avoir une passion, c'est une manière de se donner un fil d'Ariane pour avancer dans la vie. Tu vois, c'est une manière de... Tu vois, j'ai une passion, géniale. Moi, je parlais de mon parcours. J'étais un fou de publicité. Je le suis toujours, d'ailleurs. Je faisais les nuits des publivores, tu vois, des trucs comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça m'a
donner une culture publicitaire assez importante. Et même dans mon métier qui n'était pas de créer de la pub, mais plutôt de l'accompagner, de la diffuser, ben, j'avais cette appétence-là à un moment donné. Alors, on est en train de dire que tu as en commun cette passion, cette fougue en tout cas, d'être dans une discipline qui n'est pas une discipline classique, puisque la publicité, c'est quand même un secteur très particulier. Donc nous, finalement, notre position dans cet univers où il y a plein d'écoles, plein d'environnements, c'est quelque part d'aider les passionnés à répondre à des industries très particulières. On va prendre le cas des jeux vidéo, le cas de la 3D, par exemple, qu'on retrouve partout, la créa, le développement web. Quel est le commun avec tout ça? Enfin, quel est le lien entre tout ça? Parce que souvent, c'est ce qui ressort, c'est ce qu'on m'a posé comme question au salon et ce qu'on t'a posé comme question, très probablement, à la réunion des parents. Alors souvent, j'anticipe le sujet. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, sur les 6 axes métiers de l'école, je leur pose la question, savez-vous quel est le point commun entre la construction d'un jeu vidéo, les compétences sur l'animation 3D, que ce soit aussi en création design, tout ce qui est développement web, tout ce qui est audiovisuel, et bien finalement, c'est quoi le point commun? Vaste question. J'entends les auditeurs là, qui disent, qu'est-ce que c'est? J'ai eu pas mal de réponses là-dessus, parce que quand je pose la question à la cantonade, le truc, c'est, bah oui, il faut vendre derrière. Bah oui, vendre. Mais vendre, ça veut dire parler marketing, parler communication. Et en fait, c'est vraiment le lien, nous, ce qu'on fait, nous, dans l'axe communication digitale et business, c'est une manière de relayer la transversalité, finalement, entre ces 5 autres disciplines que l'on anime au sein de l'école. Un jeu vidéo, une fois qu'on l'a conçu, qui fait partie des logiques marketing importantes, est-ce que ça correspond à une cible, à une attente, à un besoin? Derrière, il y a toute l'infrastructure de la communication, du plan, de combien on va en vendre, d'accord? Oui, c'est vrai. Dans l'animation 3D, aujourd'hui, si on prend la publicité, l'animation 3D est omniprésente. Elle n'est pas que présente dans des films d'animation, de science-fiction, de ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Elle est aussi présente énormément dans tout ce qui va être autour de la communication, de plus en plus, avec les immersions, le marketing virtuel, etc. On commence à avoir pas mal de choses là-dessus qui sont très intéressantes, dans la formation aussi. Quant au design et l'UX design et la création, quant à la partie développement technique, programmatique, etc., informatique, c'est les deux pendants de la com, et j'ai oublié l'audiovisuel qui fait partie aussi de la continuité. Aujourd'hui, quand on publie des vidéos, puisque aujourd'hui la vidéo est le centre de la guerre de toute la communication de beaucoup de marques, il faut filmer, il faut avoir la rhétorique de l'image, du son, et tout ça se doit s'assembler en un seul endroit et dans la complémentarité. Tu sais, le côté T-shape, c'est-à-dire je suis spécialiste, mais aussi j'ai une culture généraliste. C'est ça qu'on enseigne à l'IM. Le T-shape, le fameux. Alors, allez sur vos différents moteurs de recherche et IA et vous tapez T-shape. Exactement. ChatGPT, toc, pour comprendre. Oui, c'est une vision assez marketing, assez marketée de forme de pédagogie, que finalement on n'a pas besoin. On peut être spécialiste, et il faut être spécialiste en début de carrière. C'est souvent par là qu'on rentre, et on devient généraliste avec l'expérience, parce qu'on a commencé à toucher à plein de choses différentes. Et c'est comme ça qu'on arrive à élargir sa palette de compétences. J'entendais un mot quand parce que moi j'ai repris mes études il y a 6 ans, pour les plus adultes. C'est le côté un peu couteau suisse qui est attendu dans ces univers-là. Et j'essaye aussi dans cet échange qu'on a pour cet épisode d'avoir aussi une dimension, donc le cas de l'école et le cas de l'enseignement supérieur qui est en pleine transformation. Alors, ce qui était intéressant au moment de préparer cette émission, c'est que je voyais une chose, c'est qu'en fait, on parle beaucoup chiffres pour tous les sujets. J'entendais souvent, j'ai lu des articles sur la baisse des inscrits dans l'enseignement supérieur. Et en fait, la genèse de ce sujet sur la baisse, elle est peut-être démographique, déjà. Ça, c'est le premier point. On l'oublie. Ce qu'on appelle les classes creuses, en fait, oui. C'est ça. Alors ça, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a des mutations. Aujourd'hui, on exige à la fois d'avoir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et savoir-être, oui. Et c'est vrai que j'ai été longtemps manager, comme tu sais, dans ma carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est plus intéressé aujourd'hui, côté entreprise, par le savoir-être. Donc, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, que je veux recruter,
quel va être son comportement quand je vais la mélanger avec les autres, quand je vais lui demander de collaborer avec les autres, et est-ce qu'elle a la capacité d'apprendre rapidement, et quels sont les signaux, forts ou faibles, qui montrent ça. Donc ça peut être de la posture, l'attitude, etc. C'est pas que dire, ben voilà, j'ai appris ça, ok, très bien, mais est-ce que tu seras capable d'aller à la prochaine étape, parce que nous, on avance, et une entreprise, elle se doit d'avancer là-dessus. Mais alors là, tu m'envoies sur un sujet... Tu nous envoies sur un sujet qui est juste incroyable. Je pensais pas partir tout de suite dessus, mais, allons-y. Mais je vais faire le lien. D'abord, baisse des effectifs, et c'est vrai, il est vrai que les entreprises sont très attentifs au profil des jeunes diplômés de l'enseignement du supérieur. Et donc, on sait, nous, on anticipe en fait les tendances. C'est notre enjeu d'être dans le présent, tout en anticipant ce qui va advenir de ces jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail. La première chose, c'est qu'il y a moins de jeunes parce que il y a eu beaucoup de bacheliers en 2020. Et mécaniquement, s'il y en a un peu moins de bacheliers, il y a un peu moins d'inscrits dans l'enseignement supérieur. Et quand ils arrivent avec leurs parents au moment de choisir leur orientation, de se demander s'ils vont directement sur le marché du travail, s'ils font le tour du monde, s'ils passent une année sabbatique, ou s'ils s'inscrivent dans une école, vient ce moment du choix. Ça, c'est côté étudiant, etc. Et côté entreprise, tu fais bien de mettre l'accent, voilà, maintenant j'ai rebondi comme un chat, sur leur employabilité. L'enjeu, c'est vraiment de répondre à ces entreprises qui, aujourd'hui, déclarent, aux États-Unis notamment, qu'elles n'emploient plus vraiment cette jeune génération parce qu'il y a un sujet de mindset, il y a un sujet de compétences. Et c'est là que le choix de l'université, de l'établissement est hyper important. Donc on voit que dans le privé, et toujours en analysant les chiffres, il y a une petite augmentation de 3% uniquement dans le privé en 2022-2023. Mais le choix des écoles est encore plus difficile parce qu'on a Parcoursup d'un côté, qui oriente très rapidement sur certaines filières. Et il y a des écoles qui ne sont pas du tout dans Parcoursup comme nous, dont le challenge est de dire « Coucou, voilà ce qu'on vous apporte par rapport à votre employabilité, vos connaissances académiques et non académiques. » Et c'est un véritable enjeu. Comment est-ce que toi, tu analyses ce secteur qui est quand même très particulier, où on doit à la fois réfléchir au marché du travail, aux attentes du marché du travail, et faire avec la méconnaissance de ceux qui s'engagent, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. En fait, si tu veux, il y a un truc qui est assez marrant. C'est que j'avais assisté à une conférence à l'UDECAM, l'Union des agences médias, et il y avait un des médias qui s'appelle LinkedIn, que tout le monde connaît, puisqu'on est tous présents sur LinkedIn, et qui faisait des petites virgules sur leurs chiffres, etc. Et je vais vous résumer rapidement, mais grosso modo, quand ils interrogeaient les entreprises, quels étaient les éléments, les arguments que vous cherchez quand vous commencez à regarder, à prospecter pour trouver des collaborateurs pour venir vous rejoindre, on était plutôt dans la dimension soft skills comportementale, ce qui est assez paradoxal parce que c'est assez difficile d'avoir une logique comportementale sur LinkedIn, mais on peut en avoir une. En revanche, côté offre, c'est-à-dire côté demandeur d'emploi, posture, etc., on était plutôt dans une posture de compétences, de hard skill. Donc en fait, toi, il y a une confrontation. Et c'est toujours un peu imprévisible en marketing, c'est qu'il faut que l'offre rencontre la demande. Donc il faut qu'à un moment donné, on établisse, est-ce que vous savez faire ça? Oui, ok, bon ça je coche. Est-ce que vous pourriez faire ça? Et quelle attitude vous allez avoir? Souvent, les recruteurs même posent des questions pièges ou pour déstabiliser volontairement, ou pas d'ailleurs, leur interlocuteur en entretien, pour voir leur réaction. Quelle peut être la réaction? Ça peut être par exemple se mettre à parler en anglais tout de suite, voilà, pour vérifier si vous êtes bien... comme vous le prétendez, fluent en anglais. Donc, tu as cet aspect-là qui est aujourd'hui. Après, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une connexion entre le monde de l'entreprise et des industries et le monde de l'éducation. Il y a énormément de progrès. On commence en stage en 3e année, qui peut être une révélation, en seconde aujourd'hui, mais ça continue. Et en post-bac, c'est un enjeu hyper important. Donc, il faut regarder au-delà des parcours, du savoir-être, de la posture de l'école. Il faut aussi regarder la manière dont c'est piloté, la manière dont l'établissement va s'insérer dans le milieu professionnel. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Venant du milieu professionnel, c'est vraiment hyper important d'arriver à structurer les formations par rapport à la posture que potentiellement
une entreprise qui recherche des nouveaux talents peuvent avoir. Et ça, je pense que c'est un sujet qu'on arrive à se traiter pas trop mal à l'IM. On a toujours des efforts à faire, mais ça, c'est super important. Le deuxièmement, tu citais par rapport à l'effet classe creuse des étudiants. Je rebondis un peu par rapport à ça parce que je voulais te dire un truc. La formation, c'est pas un moment de sa vie juste parce qu'on est jeune, on apprend. C'est tout le temps. Oui. C'est tout le temps. C'est-à-dire que c'est tout au long de sa vie, on apprend. Mon parcours, je me suis pas arrêté et dire c'est bon, je suis arrivé, j'ai été DG de boîte, ok, très bien. Non, je continue à apprendre. Même ça, ici, je vois ça tous les jours. Hein. Tous les jours, tu vois. Toute l'équipe le voit, oui. On le voit bien. En fait, il y a la technique du dojo. Je fais juste référence à mon frère qui pratique beaucoup ça. C'est 20% de ton temps, tu dois te consacrer à la formation. Et sur ces 20%, et ce qui est super important, c'est 50% de ces 20%, donc les 10%, c'est toi qui formes, et les autres, le restant, c'est toi qui es formé. Et c'est super important dans c'est une technique japonaise, hein, c'est ce qu'on appelle la technique du dojo. Et en fait, c'est intéressant de regarder comment ça fonctionne, parce qu'en fait, on a tous à apprendre les uns des autres. Qu'on soit vieux, jeune, qu'on ait de l'expérience ou pas, on a tous un échange à avoir. Et c'est ça qui est en fait... Moi, dans ma carrière, j'ai rencontré plein de gens, des gens qui me vendaient tout et n'importe quoi. J'ai rencontré des annonceurs qui me disaient « Non, mais Christophe, ça sert à rien de faire l'Internet, ça pèse que 20% de la population française, je vais continuer à faire de la télé. » Ok, super. Moi, j'ai continué mon chemin. Je leur ai expliqué qu'il y avait des choses intéressantes. Aujourd'hui, on voit que c'est le premier média investi, c'est la première industrie dans la communication, puisque ça pèse aujourd'hui plus de 10 milliards donc sur les 35. Donc, on voit que c'est quand même assez colossal. Tous les médias sont intéressés par le digital, que ce soit TF1 jusqu'à l'affichage de Co. Donc on est vraiment dans un milieu on baigne dedans. Et ce qui est intéressant, c'est cette mutation permanente. Et c'est ça en fait. Donc apprendre tout le temps. On parlait d'apprendre à apprendre, ok, très bien, mais de continuer, tu vois, se former tous les jours. Tous les jours, je dois apprendre un truc. Moi, si je n'apprends pas un truc tous les jours, je suis super frustré. Je me dis, ah mince, j'ai raté ma journée. Presque. On retient cette fameuse méthode dojo. Ce qui revient aussi à dire une chose, c'est que l'apprenant doit aussi se renseigner en permanence. Et c'est peut-être ça la clé de l'enseignement supérieur, c'est de pouvoir être présent dans les radars, d'envoyer les bons signaux, les beaux messages. Juste un point sur, par exemple, des endroits, il y a 60 000 postes à pourvoir dans l'industrie, moins de gens qui s'intéressent à certains secteurs d'activité, alors que ça recrute, que ça paye très bien. Ouais, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est un sujet de com. On en revient encore à ce sujet de com, quelle que soit l'industrie. Et je pense qu'on a un sérieux travail. Et il y a peut-être la com ne fait pas tout. Il faut déjà un bon produit et un bon service. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, le challenge des parents et des jeunes qui écoutent, et même nos étudiants qui nous écoutent lorsqu'on fait nos podcasts, c'est vraiment d'évoluer, de se poser les bonnes questions et d'être ouvert à la nouveauté et sortir des clichés, parce que beaucoup de choses changent. Il y a un changement permanent dans tout, dans la science, dans l'art, dans les métiers dits classiques, la santé. Et parfois, il reste dans des clichés. Et c'est peut-être ça aussi l'enjeu de l'enseignement supérieur, c'est d'arriver à montrer cette dynamique dans laquelle on s'inscrit en permanence. Donc sur cet épisode, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon de l'approche de l'enseignement supérieur, son évolution à travers un petit bout de ton parcours, plus les données des tendances, et puis aussi des petites anecdotes qu'on a sur nos vies et nos analyses de tous ces secteurs. Ah oui, exactement. Et oui, donc c'était le petit épisode autour du savoir-faire, du savoir-être pour suivre et faire son parcours. Ça s'adresse aussi bien à tout le monde, que ce soit les parents, les futurs étudiants ou les étudiants actuels. Ce qui est important, je dirais, que c'est aussi d'aller à la rencontre dans le milieu supérieur. Parcoursup, c'est bien sur certains aspects, même aller voir des écoles dans lesquelles vos enfants sont inscrits dans Parcoursup, c'est super important. Donc les journées portes ouvertes, c'est devenu un classique. Moi, je vois de plus en plus d'étudiants, de jeunes, de lycéens, qui sont en seconde. Tu vois, faut que j'envoie mon fils. Ouais, tu peux l'envoyer, pas de problème. Voire même, nous, on fait des insides, tu vois, pour leur expliquer comment on peut faire ça. C'est vachement bien. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, d'arriver à montrer un petit peu les équipes. Nous, on est présents, voilà, quand on explique nos programmes, etc. Demain, d'ailleurs, je dis demain, mais je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sera diffusé, mais il y en a une fois par mois donc à l'école. Mais c'est vrai que la journée porte ouverte, c'est un énorme moyen de bien comprendre, de mieux comprendre
Et voilà, donc voilà, ça jargonne moins. On essaie d'être pédagogue, finalement, ça aussi. Et puis, il faut pousser la porte, quoi. C'est oser. Il y en a un qui disait « osons ». Je crois que c'était Jean-Pierre Elkabbach qui disait ça. Oser, voilà. Oui, exactement. Oui. Osons, je pense que c'est pas mal. Bon, on a tous les mots-clés. Osons. Eh bien, osons. Eh bien, ici, osons d'écouter le 8e épisode et à très bientôt pour la suite. Avec Inside IEM. À très bientôt. Bye bye. Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital.